Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Réforme sociale acte 2, le gouvernement lance le chantier de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Après avoir consulté les partenaires sociaux, Édouard Philippe va dévoiler la méthode et le calendrier. Vous l'entendrez dans un instant. Le vote sur le renouvellement du glyphosate reporté. Les représentants des États membres de l'UE réunis à Bruxelles ont décidé de ne pas décider alors que l'utilisation de cet herbicide reste controversée. L'OMS l'ayant classé cancérogène. Réaction et analyse dans cette édition. Le général Richard Lisuré, le patron de la gendarmerie auditionné par les sénateurs. Il est au centre d'un véritable bras de fer avec le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, qui lui reproche les fuites organisées dans la presse dans l'affaire Maïs et la violation du secret de l'instruction. Explication à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct du Sénat et Oriane Mancini en direct de Matignon. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le Premier ministre doit s'exprimer dans un instant pour expliquer la méthode de l'exécutif pour ce qui s'annonce comme l'acte 2 des réformes sociales. Oriane Mancini, vous êtes en direct de Matignon. Aujourd'hui, c'est une sorte de feuille de route qui va être dévoilée. Exactement Delphine, un véritable discours de la méthode que va prononcer Édouard Philippe dans quelques instants. Le Premier ministre sera entouré de Muriel Pénicaud et de Jean-Michel Blanquer pour donc dévoiler la méthode et le calendrier de cet acte 2, cette deuxième grande réforme du quinquennat. Car après la réforme du Code du travail qui visait à libérer les entreprises, voici donc cette réforme qui vise à sécuriser les salariés. Et cette feuille de route, eh bien, elle a déjà été présentée aux partenaires sociaux puisque les consultations ont déjà débuté. Emmanuel Macron les a reçus il y a 2 semaines, le Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière et la ministre du Travail Muriel Pénicaud hier. Et c'est l'assurance chômage, la réforme qui est la plus sensible, Oriane. Oui Delphine, c'est le volet le plus explosif de cette réforme avec une ligne rouge pour les syndicats, ne pas baisser les indemnités et la durée d'indemnisation des salariés. Les syndicats qui ont déclaré à l'issue de leurs entretiens avec Emmanuel Macron avoir reçu des garanties du président sur ce point. Mais ce matin, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, a dit que tous les sujets étaient sur la table. De quoi donner du grain à moudre aux syndicats qui dénoncent le flou de l'exécutif. Il demande une réunion multilatérale sur ce sujet. Le gouvernement devrait répondre favorablement à leur demande pour illustrer cette volonté de dialogue sur le fond mais aussi sur la méthode. Fini les ordonnances et le calendrier resserré de la loi travail, place à la concertation. Le gouvernement veut prendre son temps. Édouard Philippe l'a dit, il veut une concertation menée sérieusement, avec rigueur, avec respect, avec méthode. Il se fixe un délai de 6 mois pour discuter cette réforme. Il veut une discussion au Parlement au printemps prochain et une adoption définitive avant l'été. Merci beaucoup Oriane et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Christophe Castaner, actuel porte-parole du gouvernement en charge des relations avec le Parlement, bientôt prochain président du parti présidentiel. Il doit être désigné le 18 novembre par un vote du Conseil national de la République en marche, mais il n'entend pas pour autant quitter le gouvernement. On l'écoute. Vous savez, l'avenir pour un ministre est toujours incertain. On ne sait jamais où on sera la semaine suivante. Ce lot vaut pour tous les ministres, à commencer par moi. Mais chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être candidat à une élection interne, de responsabilité d'un parti politique de façon bénévole. Il y a ensuite un temps de campagne en interne au parti où vous postulez, et ça vaut pour tous. Et puis il y a un temps où vous pouvez ou pas être élu en responsabilité. N'ayez pas de doute sur le fait que le fondateur d'un parti politique ne peut pas s'en désintéresser. Mais il n'est pas celui qui décide sur le parti en question. Il y a des procédures, elles seront mises en œuvre d'ici le 18 novembre. Oui, mais est-ce que c'est normal que ce soit le président de la République qui choisisse le délégué général du mouvement La République En Marche ? Je pensais avoir répondu à votre question en disant que tel n'était pas le cas, ce sera le Conseil. Mais on est sur un sujet qui ne relève pas du Conseil des ministres, ce sera le Conseil, et pas le Conseil des ministres, mais le Conseil de La République En Marche qui, à Lyon, le 18, choisira son ou sa délégué général.
Alors, faut-il voir le choix du président Emmanuel Macron? On va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous allez poser la question au président du groupe des marcheurs ici au Sénat, le sénateur François Patriat. Absolument. Bonjour François Patriat. Bonjour. Voilà, Christophe Castaner, on l'a vu, qui confirme donc être le candidat, le choix du président pour prendre la tête de la République en marche. Est-ce que c'est le bon candidat? Est-ce que c'est un meilleur candidat tout d'abord que Benjamin Griveaux? Je pense que l'avantage de Christophe, c'est qu'il remplissait toutes les cases. Et quand vous dites le choix du président, je ne le dis pas comme tel. Je dis que le président lui apporte son soutien aujourd'hui parce qu'il sait bien qu'il est particulièrement apprécié de tous les adhérents du mouvement, qu'il a déjà parcouru le territoire, qu'il a fait la campagne avec lui, qu'il est très présent dans les médias, qu'il défend la politique du gouvernement avec beaucoup de responsabilité et de liberté, et qu'il le fait bien. Donc, le fait est que, d'un côté, il soit proche du président, qu'il ait l'écoute, et l'amitié du président, la proximité, que de l'autre, il ait le soutien, et je crois l'adhésion des militants, ça ne peut être que l'équation gagnante. Alors, Christophe Castaner peut-il à la fois prendre la tête de la République en marche et en même temps rester au gouvernement? Et en même temps. On y revient, et en même temps, moi je pense qu'il peut tout à fait le faire. Et que, il peut rester porte-parole du gouvernement et prendre la tête du parti majoritaire. Porte-parole, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il puisse. Il ne peut pas être en même temps président, enfin secrétaire général du mouvement. Ce que je pense, c'est qu'il peut structurer le mouvement, le faire exister, dedans lui donner vraiment une ossature, et dans le même temps être ministre des Relations avec le Parlement. Ça me paraît aujourd'hui, et de par la loi et de par les faits, parfaitement compatible. Très bien. Et François Patriat, qui donc pour remplacer Christophe Castaner en tant que porte-parole du gouvernement, si ce dernier reste donc ministre des Relations avec le Parlement? Alors là, le choix appartient au président de la République et au Premier ministre. Je ne connais pas ce choix. Mais là encore, je pense que le gouvernement choisira celui qui sera le plus talentueux pour le faire. Que répondre à ceux qui disent, et on entend quelques voix par-ci par-là, c'est le choix du président, Christophe Castaner, on est frustré, on aurait préféré une vraie compétition? On les aime bien. Vous les entendez, ces voix? Pas vraiment, parce que quand on interrogeait les gens, dans le mouvement, les responsables politiques autour, et on leur disait « dites-nous qui ?» Et on arrivait, souvent le premier cité, c'était Castaner. Alors pourquoi faire une élection qui n'en serait pas une? On voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans un autre parti de droite de ce pays. Une autre question, on entend, il y aurait donc dans ce cas-là une sorte de mini-remaniement. On entend que Jacques Mézard serait proche de la sortie. Est-ce que c'est vrai? Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, mais je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait d'ailleurs de remaniement. À partir du moment où la possibilité est offerte à Christophe Castaner, je ne sais pas ce qui sera décidé, de rester au gouvernement, il n'y a pas de remaniement. Il y aura sans doute un changement de porte-parole. Il y aura un nouveau porte-parole du gouvernement? Sans doute, je le pense, oui. Et vous ne pouvez pas nous donner de nom aujourd'hui? C'est pas moi qui vais décider, vous avez imaginé bien. J'ai des préférences, j'ai mon appréciation, mais elle compte peu dans le débat. Très bien, merci beaucoup. Merci François Patriat d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction en direct. Nous vous en parlions hier. Le feuilleton de l'exclusion des élus Macron-compatibles continue au sein des LR. Hier, contre toute attente et faute de quorum, le bureau politique du parti n'est pas parvenu à se prononcer définitivement sur leur cas. Cécile Sixou. On attendait l'épilogue du feuilleton, mais hier soir, nouveau rebondissement chez les Républicains. Le bureau politique n'a pas pu exclure les 5 constructifs, faute de quorum. Ce sera acté définitivement la semaine prochaine. Nous assumons cette décision qui est difficile, qui est douloureuse, mais il n'y a rien de pire que la confusion en politique. À la sortie, les pro-exclusion minimisent. La décision est prise, le reste n'est que formalité. Il fallait en sortir, les choses ont été tranchées à une très large majorité, c'est très bien. Maintenant on parle d'autre chose et en avant pour la reconstruction. Nous avons voté leur exclusion ce soir des Républicains parce qu'on ne peut pas être à la fois dans la majorité et dans l'opposition. Ceux qui ont voté contre, en revanche, sont dépités. Ça m'inspire une grande tristesse, Franchement, ce bureau politique, je préfère m'en amuser que prendre ça trop au sérieux. Nous avons fait un choix de déplacement sur la droite par rapport au projet initial. Et puis surtout, on n'est pas clair sur ce lien avec le Front National. Sur le FN ce matin, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti, a clarifié sa position. Je n'ai aucune alliance et je n'aurai jamais la moindre alliance avec des élus du Front National tant que je m'occuperai de notre famille politique. Je suis d'une clarté totale, Léa Salamé. Pour moi, c'est hors de question de rentrer dans ce chemin. Les ministres et députés exclus oscillent, eux, entre rejoindre En Marche ou créer leur propre parti, comme Thierry Solère.
Il y aura une offre politique nouvelle qui sera proposée aux Français, bien sûr. Donc vous allez créer un nouveau parti. Il y aura probablement un nouveau parti, mais il y a des discussions que nous avons avec nos amis de l'UDI, en interne avec nous. Ce nouvel épisode pourrait affaiblir encore un peu plus les Républicains qui ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la façon de s'opposer au président Macron et qui révèle, dans le fond, l'existence d'un vrai désaccord sur la place du curseur à droite au sein du parti. Et on retrouve Saveria Rojek pour une nouvelle réaction à cet échec hier du bureau politique des Républicains. À vos côtés, le sénateur LR de la Meuse, Gérard Longuet. Bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Le feuilleton continue, donc on vient de le voir chez les Républicains. 5 responsables, le Premier ministre, 2 ministres et 2 députés ont bien été exclus hier soir, mais il faudra un nouveau bureau politique pour acter juridiquement cette décision. Est-ce que tout cela ne tourne pas au ridicule ? Tout à fait. Tout à fait. D'abord, quand on a une décision importante à prendre, on vérifie que le quorum soit rassemblé. Si le quorum n'était pas atteint, et il ne l'était pas en début de réunion, il fallait suspendre, en tous les cas suspendre ce point majeur à l'ordre du jour, puisqu'il y a la volonté de respecter les statuts. Quant aux statuts, pour être très honnête, ils n'ont jamais imaginé une telle situation. Il y a déjà eu à l'intérieur de telle ou telle formation politique des gens qui ont changé d'option. C'est arrivé à l'UDF, c'est arrivé au RPR. Je n'ai pas le souvenir que les uns ou les autres aient été exclus. Gérard Longuet, pensez-vous, oui ou non, qu'il fallait exclure ces 5 responsables de droite, ou pensez-vous, on vient de l'entendre, comme Claude Goasguen, qui dit c'est une erreur, c'est absurde. Rachida Dati, elle a carrément parlé de dîner de cons. Tout ça, au final, ça vous afflige, ça vous amuse, ça vous désole? Je souris un peu parce que j'adore les formules à l'emporte-pièce de Rachida Dati. Il est encore plus brutal que je ne le suis. Et donc, la douceur féminine est relative. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce spectacle? De la tristesse. De la tristesse parce que je pense que c'est vraiment pas le sujet. Nous avons un président qui a été élu. Bon, on n'a pas été capable de faire élire notre candidat. On n'a pas été capable. Il faut accepter cette vérité. On a un président dont le gouvernement gouverne et dont les dispositions législatives n'ont pas d'intérêt. Tout n'est pas réglé, tant s'en faut. Ce n'est pas notre programme, naturellement, mais il y a beaucoup de choses qui sont utiles et que personne ne songera à défaire. Et donc je crois qu'il faudrait mieux parler de cela que de se poser la question de l'ambition du jeune Darmanin, qui est en effet considérable, mais ce n'est pas le premier ambitieux en France. Donc on n'aurait pas dû les exclure, on n'aurait même pas dû poser cette question, ce problème-là au bureau politique, c'est ça ? Le sujet entre la présidentielle et la législative était compréhensible. Nous étions en pleine bataille législative et il fallait serrer les rangs pour que nos électeurs sachent que nous étions présents à ces législatives. Au lendemain des législatives, on avait un petit peu de temps devant nous. La priorité, à mon avis, n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. La priorité, c'est de reconstruire des républicains ouverts, proches de l'actualité française et voulant apporter une construction, leur pierre à la construction du pays. Justement, parlons de la droite. Est-ce que tout cela n'affaiblit pas encore plus la droite qui déjà a du mal à se positionner dans cette présidence Macron ? Le paradoxe de cette situation, c'est que nous, c'est pas terrible, mais les autres, c'est pire. Je veux dire que Mme Le Pen ne sait plus où elle habite, et quant à la gauche, entre les humeurs de Mélenchon, ses formules et ses incantations d'une part, et puis les vacheries de Hollande, on a l'impression d'un camp complètement divisé contre lui-même. Alors la droite ne sait pas très clairement où elle en est. Je crois qu'elle devrait, je le pense profondément, réfléchir à nos institutions, c'est-à-dire quelle est la place du Parlement, quelle est la place des partis politiques lorsqu'un président préside. Réfléchir également à son corpus idéologique. Alors, moi, je suis sur la ligne de notre candidat. Je pense que l'erreur que nous avons commise aux législatives, c'est d'abandonner la ligne du candidat Fillon, qui est une ligne courageuse et qui a l'immense mérite de marquer une différence. Parce que ce que Emmanuel Macron fait n'est pas inutile, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut donc rester sur une conviction libérale. Très bien. Merci beaucoup. Merci Gérard Longuet d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. C'est un bras de fer d'une rare violence qui oppose la justice à la gendarmerie. Le procureur de Grenoble s'en est pris au patron des gendarmes. Il accuse ses services d'être à l'origine des fuites dans la presse sur la disparition de Maëlys. Le général Lisuré, auditionné ce matin, a réagi. Jordan Klein. Rien ne va plus entre le procureur de Grenoble et le patron de la gendarmerie. L'objet de la discorde est l'ouverture d'une enquête préliminaire pour violation de l'instruction dans l'affaire de la disparition de Maëlys.
La justice accuse les gendarmes d'avoir fait fuiter des informations à la presse. Dernier élément en date publié, une image du véhicule du suspect capté le soir de la disparition. Pour le procureur de Grenoble, il n'y a pas de doute à avoir. Tout le monde dans cette affaire sait très bien d'où viennent les fuites, les journalistes le savent, certains ne s'en cachent pas d'ailleurs, les gendarmes le savent parfaitement et pour cause, et moi-même je le sais aussi. Donc je dis que dans notre société, le problème c'est peut-être que le faire savoir passe désormais avant le savoir-faire, mais qu'il n'y a pas mieux pour entraîner des fiascos judiciaires. Une procédure rare selon le magistrat. Du côté de la gendarmerie, le général Richard Lizuret sort exceptionnellement de sa réserve pour dénoncer une injustice flagrante. Je suis navré de cette polémique. Dans le même temps, je ne peux pas laisser accuser comme ça, sans preuve, mes enquêteurs qui donnent de leur temps, qui donnent de l'énergie, qui donnent de leur disponibilité et qui font le maximum pour faire triompher la vérité. Mais condamner a priori n'est pas, me semble-t-il, une bonne manière de faire. Cette procédure fait suite à une plainte déposée par Alain Jakubowicz, l'avocat du suspect numéro 1 dans l'affaire. D'après Le Parisien, il aurait aussi demandé le dessaisissement de la gendarmerie. Et on va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek pour une réaction avec vous, le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard. Bonjour Yannick Vaugrenard. Bonjour. Vous étiez ce matin à cette audition du général Lizuret. Vous avez demandé une enquête interne. Je vous repose la question. Faut-il, oui ou non, diligenter une enquête interne dans cette affaire? Je pense que ce serait probablement utile, mais je pense que dans cette affaire, il faut surtout garder son sang-froid, faire preuve de sérénité, parce que ça va faire 2 mois maintenant, d'ici 48 heures, que la petite Maëlys a disparu. Et donc, il faut tout mettre en œuvre, les services de police, de gendarmerie, la justice également, plutôt que d'essayer de se tirer la bourre, en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, entre les différentes représentants de notre système démocratique. Y a-t-il eu, oui ou non, violation du secret de l'instruction? Mes enquêteurs n'ont commis aucune faute, n'ont pas commis de faute, répond Richard Lizuret. Il se dit même scandalisé par les accusations. Oui, on peut comprendre que le directeur de la gendarmerie nationale défende en quelque sorte ces hommes et ces femmes de la gendarmerie, surtout qu'on demande beaucoup à la gendarmerie depuis de longs mois. Sauf qu'il y a eu des fuites dans la presse, donc il est normal que nous sachions... Donc il y a eu violation du secret de l'instruction. Il y a eu violation du secret de l'instruction, mais c'est pas la première fois. Dans beaucoup d'affaires, il y a violation du secret de l'instruction. Donc on ne sait jamais véritablement d'où ça part, d'où ça vient. Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est la gendarmerie? Est-ce que c'est la justice? Bref. Donc là, il y a un problème. Et du coup, pour éviter les soupçons, eh bien, il me semble intéressant de diligenter une enquête interne, tout simplement, mais sans en faire tout un pataquès. Toutes ces fuites, elles nuisent au bon déroulement de l'enquête? Je pense qu'elles nuisent à la sérénité, au bon déroulement de l'enquête. On peut comprendre qu'il y ait une forme d'impatience, et c'est normal. Je n'ose pas imaginer dans quel état peut être la famille de la petite Maëlys, bien sûr. Et de ce fait-là, pour respect pour cette gamine de 9 ans, pour respect pour son entourage également, je crois qu'il faut éviter toute polémique qui n'ont pas grand sens par rapport à l'intérêt de retrouver cet enfant. Néanmoins, Yannick Vaugrenard, est-ce que la violence des échanges entre le procureur et le général Lizuret vous ont surpris, choqué, j'allais dire? Ils m'ont pas choqué, ils m'ont surpris. Et je trouve, au risque de me répéter, qu'il faut faire preuve de sang-froid, de sérénité et aller à l'essentiel. C'est vrai que je peux comprendre. À partir du moment où on est directeur national de la gendarmerie, on puisse défendre ceux dont on a la responsabilité. Cela étant, peut-être le procureur de Grenoble aurait peut-être pu émettre des doutes sans que cela soit rendu public également. Donc je crois que de part et d'autre, il faut faire preuve de sang-froid et de retenue. Oui, c'est ça, le procureur n'aurait pas dû s'exprimer de cette façon et publiquement, c'est ça? C'était pas utile de le faire publiquement, on pouvait très bien le faire et sans que ce soit rendu public et sans que ça n'amène rien en quoi que ce soit au déroulement de l'enquête. Très bien, merci beaucoup. Merci Yannick Vaugrenard d'avoir répondu à des questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On en vient maintenant au dossier du glyphosate. Ce matin, les experts de l'UE réunis à Bruxelles ont décidé de reporter le vote très attendu qui devait avoir lieu ce matin. Nous allons en parler avec mes invités sur ce plateau. Mais j'accueille dans un premier temps Nora Madi, journaliste spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. On a envie de comprendre, Nora, pourquoi ce report ce matin ? Eh bien, écoutez, Delphine, ce report parce qu'il n'y a aucune majorité qualifiée dans le cadre de ce vote. Alors, je rappelle que c'est une réunion d'experts, que pour obtenir la majorité, il faut 55% des votes. Il faut que ces votes représentent 65% de la population, donc des 550 millions d'Européens. Et sensiblement, aujourd'hui, le compte n'y était pas. Aucun consensus ne semblait se détacher, d'autant plus que la proposition de la Commission était toujours pour un renouvellement de la licence du glyphosate pour 10 ans. Or, 10 ans, ça ne passait pas. 16 pays
ont voté pour, 10 contre, 2 se sont abstenus, dont l'Allemagne extrêmement puissante sur ce dossier. Donc du côté de la Commission en off, on s'attendait plutôt à un compromis entre 5 et 7 ans. C'était sans compter sur la proposition de la France, soutenue également par l'Italie, pour renouveler l'autorisation seulement sur 3 ans. Donc là-dessus, aucun consensus n'a été trouvé, et plutôt en fait que d'arriver sur un vote qui n'aboutirait à rien. Une fois de plus, on a reporté la décision. Une nouvelle réunion devrait se tenir d'ici 15 jours. Je rappelle juste que l'autorisation du glyphosate tombe le 15 décembre 2017. Et pourquoi on en arrive à un tel feuilleton, Nora? Eh bien, tout simplement, Delphine, parce qu'au-delà de ces décisions d'experts, la question du glyphosate, au même titre que la question du CETA, du libre-échange ou des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, ce sont devenues des questions politiques éminemment démocratiques liées en fait à qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe de demain. Aujourd'hui, on voit bien à quel point, et on l'a vu dans la campagne présidentielle, l'Europe est pointée du doigt dans son incapacité à protéger ses citoyens, et cette question en fait de santé publique est au cœur des débats. Alors, de l'autre côté, la pression de l'opinion publique est énorme, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces réunions d'experts qu'on appelle donc de la comitologie, ce sont vraiment des réunions d'experts qui jusque-là, en fait, n'intéressaient pas grand monde, sont aujourd'hui au grand jour. Les députés européens aussi font également pression, c'est leur rôle. Ils ont voté dans une résolution non contraignante hier en session plénière à une large majorité, donc une résolution qui défend l'interdiction et non le renouvellement, les mots sont importants, du glyphosate à l'horizon 5 ans, en 2022. Et on constate que, à l'image en fait de ce qui se passe en France et la fracture entre Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, et Nicolas Hulot à l'écologie, les fractures en fait sont énormes entre les ministères. Je répète juste, Stéphane Travert portait un renouvellement entre 5 et 7 ans, hors de question pour Nicolas Hulot. Finalement, Matignon a tranché. Ils l'ont encore réitéré en fin d'après-midi aujourd'hui. La position française, c'est pas plus de 4 ans pour un renouvellement et non pour une interdiction. C'est la même chose en Allemagne. On dit en off que la ministre de l'écologie était prête à lâcher Bayer et Monsanto, qui sont 2 firmes allemandes, je le rappelle, pour une interdiction dès décembre prochain. Elle est SPD, socialiste. Or, le ministre de l'Agriculture est de CDU, le camp de Mme Merkel. Autant vous dire que cette question sera tranchée dans le cadre des négociations de la coalition qui sont en cours en ce moment à Berlin. Ce n'est pas pour demain, donc. Merci beaucoup, Nora. Et on va continuer d'analyser les conséquences de cette décision européenne ce matin dans notre premier débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ronan Dantec. Bonjour, vous êtes sénateur RDSE de la Loire-Atlantique. Merci d'être avec nous. Jean Bizet est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, sénateur LR de la Manche. J'accueille également Éric Thirouin. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA, c'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et Laurent Pinatel est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le porte-parole national de la Confédération paysanne. Première réaction avec vous, Ronan Dantec. Noura Hamadi nous a expliqué les raisons de ce report. Est-ce qu'il faut prendre ça comme une bonne nouvelle ou une décision plutôt inquiétante? On ne veut pas trancher sur cette question du glyphosate. Moi, j'ai l'impression qu'on avance dans le bon sens. On a maintenant sur la table quelque chose qui commence à se dessiner. Je pense qu'effectivement, la Commission européenne ira vers les 4 ans. Je pense que c'est vers ça qu'elle se tourne. Et ça veut dire que la France devra, elle, pour que tout cela soit cohérent, prendre l'engagement de l'arrêt dans les 3 ans, ce qui est la position du lot. Parce que l'enjeu des prochaines années, c'est que quand cette nouvelle autorisation aux alentours de 4 ans arrivera à terme, il faudra qu'on soit en situation d'en finir avec le glyphosate. Et on en finira avec le glyphosate parce qu'un certain nombre de pays en auront fini avec le glyphosate. Donc je pense que les 4 ans pour le renouvellement, avec l'arrêt en France de l'utilisation à 3 ans, qui est la position de Nicolas Hulot, ça me semble quelque chose d'assez cohérent, qui commence à se dessiner. Et puis, dans cet excellent papier d'introduction de votre confrère, je crois qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'en Allemagne, les Verts négocient avec la CDU. Ça m'étonnerait que la question du glyphosate soit absente de l'accord final, et plutôt dans le sens de la sortie du glyphosate en Allemagne aussi. Oui. Jean Bizet, c'est la voix de la sagesse qui a parlé ce matin. C'est un compromis raisonnable. On va vers la bonne voie. C'est ce que nous dit Ronan Dantec. Non, vous me permettrez de ne pas être sur la même voie que mon collègue. Et je voudrais dire que Noura Hamadi a dit une chose vraie, à savoir que la comitologie, c'est un processus assez complexe, et que je vous renvoie à la proposition de résolution que la Commission des Affaires européennes du Sénat, il y a 8 jours,
à voter à l'unanimité. Il faut revoir un petit peu ces modalités de détermination des majorités qualifiées, mais elles relèvent du traité de Lisbonne. Donc vous voyez la complexité juridique également qui s'ensuit. Par contre, là où Nora Hamadi a tort, ce n'est pas un problème de santé publique. C'est tout simplement... C'est tout le débat, Jean-Michel. C'est tout le débat. Nous sommes dans un débat de société, c'est un débat de modèle de développement agricole. C'est tout. Parce que quand vous regardez la vie... Donc ça veut dire que vous remettez en cause l'OMS qui a classé cancérogène? Non. C'est pas l'OMS. C'est le CIRC, c'est qu'une branche de l'OMS qui dit potentiellement cancérigène. J'ajoute, regardez ce que dit l'agence Reuters sur le sujet, que c'est pas tout à fait ce qu'il avait dit il y a quelque temps. Deuxièmement, ça peut être potentiellement cancérigène au même titre que la charcuterie, au même titre, si vous voulez, que certains alcools, et au même titre que le café, si vous voulez. Donc il faut relativiser. Nous sommes dans un débat de société en ce qui concerne le modèle agricole français ou européen, et ce n'est pas un problème de santé publique. Voilà. Laurent Pinatel. Et nous sommes sous l'autorité de l'émotion publique. Laurent Pinatel. Non, juste une réaction par rapport à la comparaison entre le glyphosate, la charcuterie et le café. Moi, ça me paraît quand même un peu léger. Regardez les études. Je finis juste. À la limite, les gens qui consomment de la charcuterie, ils achètent de la charcuterie. Les gens qui consomment du café, ils achètent du café. Les gens qui consomment du glyphosate, c'est pas marqué dessus. Donc, à la limite, si on considère des céréales produites avec. C'est pas marqué dessus. Donc, alors, si on veut poursuivre la proposition de M. Bizet, allons sur l'étiquetage. Nous, il nous semble qu'effectivement, c'est un problème. Et on est d'accord avec Jean Bizet, c'est un problème de développement agricole. C'est un problème de quelle agriculture on veut et à quel paysan. Et à quoi sert l'agriculture? Est-ce que ça sert à amasser des profits pour les fermes multinationales, comme Monsanto, comme Bayer, ou est-ce que ça sert vraiment à nourrir la population? Nous, on est tous, moi je suis paysan, j'ai utilisé du glyphosate. Il y a plein de paysans qui ont utilisé du glyphosate. On ne naît pas avec une conscience avertie, on apprend, on découvre les choses. Il y a plein de paysans qui aujourd'hui utilisent du glyphosate. Il faut reconnaître que ce produit est dangereux pour leur santé en premier lieu, pour la santé des concitoyens, et il faut se donner les moyens de sortir très très rapidement du glyphosate, de cette dépendance qu'ont les paysans, et de faire en sorte que les produits qu'on va proposer à la consommation aillent plus dans une sens de nourrir correctement que de potentiellement empoisonner, quoi. Ouais. Avant de vous donner la parole, Éric Thirouin, je vous propose justement d'écouter Nicolas Hulot. Il a été entendu hier par les sénateurs sur le projet de loi hydrocarbures, mais il a également répondu sur cet aspect santé publique à Tam Trani. On l'écoute. Encore une fois, il y a une convergence d'éléments, d'informations qui tendent à prouver que cette molécule n'est pas innocente, sur l'environnement et sur la santé. Donc je crois que chacun doit, garder la tête froide et faire en sorte maintenant que l'on s'organise pour sortir de l'utilisation de cette molécule, tout en ayant bien à l'esprit qu'il va falloir aider les agriculteurs à le faire. Éric Thirouin, il y a des convergences d'éléments qui prêtent à penser que cette molécule est dangereuse pour la santé. C'est Nicolas Hulot qui le dit. Quel est votre point de vue ? Effectivement, Nicolas Hulot est ministre, il est politique, il dit cela. Moi, je regarde ce que les agences de santé, à la fois françaises et européennes, et il y en a 2 agences européennes, puisque même à l'époque où c'était Ségolène Royal qui était ministre, il a été demandé est-ce qu'il y a une deuxième étude qui soit faite par l'ECA, et cette étude a été faite en juin dernier, et elle a préciser qu'effectivement, ce n'était pas cancérigène probable en intégrant avec l'étude qui a été citée tout à l'heure avec les cirques. Donc aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire, j'écoute les scientifiques. Il faut savoir si effectivement ces histoires, est-ce que un politique s'y connaît mieux qu'un scientifique et que des agences de santé avec tout ce qui est fait. Nous aujourd'hui, c'est important de regarder les faits et de faire ça. Donc je regrette fortement qu'aujourd'hui la Commission ou les États membres n'aient pas réussi à se mettre d'accord, parce qu'il est grand temps qu'on sorte de cette impasse, de ce débat-là, et qu'on ne mette pas les agriculteurs dans des impasses techniques. Il nous faut absolument qu'on puisse avoir à nouveau une réhomologation, et nous on est sur 10 ans. Ronan Dantec, il y a une discorde scientifique selon vous, ou est-ce qu'il faut sortir de ce débat? On est sur des faits. Moi, je suis scientifique de formation, exactement la même avec Jean Bizet. Tout à fait. Explosion des cancers, des malformations en Argentine, où il y a une utilisation absolument massive du glyphosate. Mais c'est pas multiplication des problèmes, notamment de leucémie,
sur les paysans français. Tout ça, c'est des faits. Tout ça, ce sont des faits. Vous avez peut-être une explication scientifique pour expliquer pourquoi les paysans français, aujourd'hui, ont autant de problèmes. Pourquoi, en Argentine, on a des problèmes aussi énormes. On sait que l'ensemble des pesticides sont aujourd'hui un des grands problèmes en termes de santé publique. Sont aussi un des grands problèmes en termes de biodiversité. L'effondrement de la biodiversité en Europe, 80% d'insectes en moins. On sait que les pesticides ont une responsabilité majeure dans cet effondrement qui remet en cause l'agriculture elle-même. Donc, il faut vraiment être dans la défense d'un monde qui s'écroule, refuser les faits et les faits scientifiques pour se battre ligne par ligne, année par année, pour que la mutation n'ait pas lieu. Nous, notre question aujourd'hui, et on rejoint le monde agricole, notre question, et je rejoins même Christiane Lambert, je ne vais pas me faire un copain. La présidente de la FNSEA. Qui dit elle-même, attendez, vous pouvez pas interdire le glyphosate, on va être inondé par les produits canadiens dans le cadre du CETA qui, eux, ont droit de l'utiliser. Moi, j'entends ce qu'elle dit. Donc, il faut qu'on se remette autour de la table avec Christiane Lambert pour dire, le CETA, ça va pas être possible, et il n'y aura pas que sur ce point-là, sur les hydrocarbures, y compris avec la loi qu'on va voter, on va avoir des problèmes d'importation d'hydrocarbures extrêmement chargés en carbone dans le cadre du CETA. Il va falloir y revenir aussi. Donc nous, on est dans l'accompagnement d'une mutation. Je crois que la question du revenu agricole, c'est exactement ce qui vient d'être dit, est au cœur aussi. Donc on est en train d'essayer de faire évoluer, malgré les résistances et les conservatismes, vers un monde où les paysans iront mieux, gagneront mieux leur vie et où les consommateurs seront mieux nourris. Justement, Ronan Dantec, pardon, puisque vous me faites la transition, certains agriculteurs s'inquiètent de la fin du glyphosate tant qu'un produit de substitution ne leur est pas proposé. Ils redoutent une perte de compétitivité. On va regarder, avant d'en parler, ce reportage dans l'Essonne de Samia Dechir. Cela fait à peine 10 jours que la récolte des pommes de terre s'est achevée sur cette parcelle. Aujourd'hui, Denis Rabier y sème du blé. Ici, la terre est propre, mais quand il faudra semer dans le champ voisin, des mauvaises herbes risquent de lui compliquer la tâche. Celle-là, je sais que je ne la récolterai jamais. Donc elle va me manger l'engrais, à la nourriture que je voulais donner à la semence que je viens de semer. Et finalement, je vais avoir une concurrence. Ces plantes-là ne vont rien me donner. Et le blé que je vais récolter va être mauvais. Avant de semer, il faut donc désherber. Pour cela, il y a deux options. Utiliser des pesticides ou le faire mécaniquement. Denis Rabier préfère se passer des produits chimiques, mais il dit ne pas toujours avoir le choix. Cette année, le mois de septembre a été pluvieux. Systématiquement, j'essaye d'enlever les mauvaises herbes mécaniquement. Après, c'est la météo qui freine. Quand on a des périodes pluvieuses, on ne peut pas travailler le sol. Les outils ne peuvent pas travailler, les tracteurs patinent, enfin ça ne va pas. Donc, quand on est vraiment acculé, on n'a plus d'autre solution, oui, on choisit glyphosate pour se débarrasser des mauvaises herbes. Mais ce n'est pas du systématique, c'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent. Le glyphosate, c'est un composant utilisé dans les herbicides. Il permet d'éliminer rapidement toutes les mauvaises herbes. Exemple sur cette parcelle où une seule partie a été traitée au glyphosate. Donc là, je vais vous faire rentrer dans mon local de produits phytosanitaires. C'est un local qui est fermé à clé, interdit au public. Et c'est là qu'on stocke tous les pesticides qu'on utilise. Voilà. Voilà le produit que Denis Rabier utilise pour désherber quand il n'arrive pas à faire autrement. Quand j'en mets 1 litre à l'hectare, ça va me coûter 10-15 euros de l'hectare. D'accord. Là, dans la parcelle qu'on a vue tout à l'heure, où il y avait beaucoup de repousse de blé, je vais prendre la charrue, je vais être obligé de labourer, je vais être obligé de remuer le sol et après je vais semer. Globalement, ça va me coûter 60-70 euros de l'hectare. Donc quand on fait un choix économique, c'est assez vite, hein. On a vite fait le choix. C'est vrai que c'est plus pratique avec du Roundup. Plus pratique, le Roundup est aussi un produit potentiellement dangereux. Pour l'utiliser, les agriculteurs doivent se protéger avec des masques et des gants. Il est même jugé cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pourquoi l'Union européenne pourrait l'interdire, une option qui inquiète Denis Rabier. Les pays concurrents qui produisent des céréales, l'Ukraine, le Brésil, les États-Unis, la Russie, l'Australie, ils tournent tous au Roundup. Et voilà, on fera plus de Roundup, on aura des rendements qui vont sûrement baisser parce qu'on aura des parcelles sales. Et s'il manque du blé, c'est pas grave, on ira le chercher en Ukraine ou en Russie. Et les gens diront rien. Une concurrence jugée déloyale par les agriculteurs, dont beaucoup ont déjà du mal à vivre de leur activité. Denis Rabier, qui travaille seul sur son exploitation, se rémunère en moyenne 800 euros par mois. Jean Bizet, que vous inspire ce reportage? Est-ce qu'on peut quand même trouver des alternatives à l'utilisation du glyphosate? Écoutez, je voudrais quand même dire, si vous voulez, qu'il est de la compétence de la Commission européenne
de donner son accord ou non sur l'utilisation d'une molécule active, en l'occurrence le glyphosate. Par contre, il revient aux États membres le choix de délivrer l'autorisation de mise sur le marché du produit final. Bon. Donc là encore, on arrive à cette situation, je dirais, totalement anachronique, c'est-à-dire qu'on interdira aux agriculteurs français d'utiliser, au niveau des différents français, mais on permettra aux consommateurs de consommer. Parce que, si vous voulez, au-delà de cela, il faudra à ce moment-là mettre un terme au marché unique. Donc, là encore, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans un débat scientifique. Qu'il y ait le CRC qui a souligné qu'il y avait un risque cancérogène potentiel. Mais il y a beaucoup d'autres, si vous voulez, produits qui peuvent être cancérigènes potentiels. Tout le problème est un problème Est-ce de que dose. vous pensez que les agriculteurs peuvent faire sans glyphosate Mais aujourd'hui? bien sûr, il suffit de leur trouver une molécule de substitution, mais ça ne se trouve pas comme ça. Des pratiques aussi, on peut Mais changer les les pratiques, pratiques. la pratique avec le glyphosate était particulièrement vertueuse, puisque justement, on ne pratiquait plus de labour et on laissait la rhizosphère, si je puis dire, se développer avec les acteurs majeurs de la rhizosphère, qui sont les vers. Et ça a été une vraie révolution avec le glyphosate. Moi, je ne demande pas mieux. Moi, je ne demande pas mieux, si vous voulez, qu'on utilise des molécules de substitution. Mais il faut les trouver. Ça demande plusieurs années. Laurent Pinatel. Non, mais moi j'ai l'impression qu'on est dans un monde hors sol en fait. Le glyphosate, il est dangereux. Les pesticides, c'est dangereux. Les pesticides, ils tuent les paysans et les paysannes. Les pesticides, ils donnent le cancer du cerveau, ils donnent Parkinson, ils donnent l'Alzheimer. Ça, c'est le postulat. C'est pas mes chiffres à moi, c'est la MSA. Donc, je veux dire, il y a des études sérieuses si c'est la MSA. Donc, et aujourd'hui, on est en train de se dire, on va remplacer une molécule dangereuse par une autre molécule dangereuse. Mais où on est dans ce monde, où on a des gens qui sont tellement non informés, qui sont en train de demander, comme le fait M. Thirouin, mais laissez-nous nous empoisonner. Non, mais on est pas bien, là. Allez-y, Laurent Pinatel. La durée de la vie chez les paysans. Parce que les paysans fument très peu, parce que les paysans ont une activité physique. Il me semble que courons, bougeons, c'est quelque chose. La MSA dit qu'il y a 30% de cancers en moins dans le monde agricole qu'ailleurs. Qui sont liés au fait qu'on fume moins, qui sont liés à l'activité physique plus importante. Et pourtant, on utilise des produits phytosanitaires aussi. Oui, malgré ça. Et là, ça compte plus dans ce cas-là. Si, ça compte. Ça coûte dans un sens. Allez-y, Laurent Pinatel. Je finis juste. Aujourd'hui, moi, je trouve surréaliste qu'on arrive à douter de la dangerosité de ces produits. Qu'on se demande comment les remplacer, qu'on se demande comment trouver des alternatives pour accompagner les paysannes et les paysans vers quelque chose qui soit moins dangereux pour leur santé. Ok, qu'on se donne 2, 3 ans, 4 ans pour se dire, là on va vraiment bosser, on va mettre des moyens financiers importants pour trouver des alternatives, pour qu'on ne se retrouve pas, comme le reportage l'a dit, avec quelqu'un qui dit, mais moi je ne peux pas faire autrement. On se débrouille pour trouver autrement, on y met les moyens financiers. Et après, on détermine un espace dans lequel, si le glyphosate est interdit en France, on peut faire marcher, c'est le cas du diméthoate l'année passée sur les cerises, clause de sauvegarde, pas d'importation de produits issus de pays où il y avait du diméthoate. Mais on n'en est pas là, on est en train de parler d'empoisonnement, on est en train de parler d'empoisonnement universel, et vous me parlez compétitivité, comment on va empiler du pognon. Moi je vous parle de mort. Moi, je vous parle de mort, monsieur Bizet. Mais sortez de votre bulle, quoi. Il y a des gens qui me demandent combien il y a de morts. Dites-le. Moi, je ne suis pas élu à la MSA. Est-ce qu'on peut se passer du glyphosate? Oui, mais la MSA ne dit pas ça. La MSA, justement, dit qu'il y a moins de cancers. C'est la mutuelle sociale agricole. La mutualité sociale agricole qui étudie depuis presque 20 ans une cohorte, c'est-à-dire 180 000 personnes dans le monde agricole et qui regarde comment l'évolution des maladies. Et il y a 30% une espérance de vie meilleure dans le monde agricole et 30% de cancers en moins. Donc je réfute complètement ce qui est dit. Par contre, là où je suis d'accord... Éric Thirouin, on a quand même vu les précautions que les agriculteurs doivent prendre lorsqu'ils utilisent du glyphosate. On ne peut pas dire que c'est quand même sans danger. Quand vous faites de la peinture... Et donc c'est là-dessus que je voulais finir. Un masque. Si vous permettez, c'est là où je suis d'accord, c'est qu'il faut que la France investisse sur des solutions nouvelles. Et à la FNSEA, on dit qu'on est effectivement en mouvement, qu'on a fait beaucoup d'évolutions et qu'il faut continuer d'en faire. On entend les attentes de la société qui veulent qu'il y ait moins de phytosanitaires d'utiliser. Et là, pour le coup, il faut qu'on investisse sur des alternatives, sur les solutions. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, de même que je rejoins ce qui a été dit sur le CETA, où aujourd'hui, on est dans une schizophrénie totale dans notre pays, où on nous dit les agriculteurs français, il faut tout arrêter.
Et puis en même temps, on signe le CETA en disant mais venez avec les produits étrangers qui ont des produits phytosanitaires qui sont d'ores et déjà interdits en France. Il y a 46 produits phytosanitaires qui spécifiquement dans le CETA sont autorisés venant de l'étranger alors que nous on n'a pas le droit de le produire. Mais il y a un moment donné, la distorsion de concurrence, il faut quand même qu'on arrête. Nous, on a derrière, si vous voulez, les agriculteurs, on a un métier et je pense que c'est important aussi de l'intégrer. Ronan Dantec. Oui, enfin, quand Jean Bizet il fait de la peinture dans sa cuisine, a priori, les solvants ne se retrouvent pas dans les urines de toute la population française et il n'a pas éradiqué 80% des insectes autour. Donc on est quand même dans un débat qui n'a pas grand sens. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Jean Bizet. On a aujourd'hui des signaux extrêmement inquiétants sur l'état sanitaire de la population. C'est-à-dire que l'espérance de vie qui montait tous les ans, ça n'a pas été le cas l'année dernière. Ça arrêtera bien à un moment donné. L'espérance de vie en bonne santé n'augmente plus. C'est-à-dire que les cancers augmentent fortement dans la population. On a des problèmes de santé publique. Et ces problèmes de santé publique, elles sont liées à notre environnement. Il n'y a évidemment pas que le glyphosate, on est d'accord. Mais il y a aussi le glyphosate. Et je pense qu'on est dans un moment politique extrêmement important où effectivement la commande politique des citoyens, c'est de dire nous avons le droit de vivre en bonne santé. On n'a pas à nous imposer, quand on nous arrache des cheveux et qu'on les analyse, de retrouver autant de substances chimiques. Alors il y a des lobbies effectivement, et des intérêts financiers qui retardent les mutations. Nous, on est prêts à discuter mutation. Moi, je ne suis pas pour l'interdiction demain matin du glyphosate. Je pense qu'une mutation sur 3 ans, certains écolos veulent aller plus vite. Moi, je pense que 3 ans correspond effectivement à un temps nécessaire. Qu'il y a des pratiques, plein de fermes. Ouest France, que nous lisons tous les deux, a fait une page entière sur des agriculteurs. Il me semble que c'est en Normandie qui justement se passent de glyphosate sans être des bio absolus. Donc les pratiques existent. On a des problèmes de concurrence à régler. Mais ce problème de santé publique, il est au cœur aujourd'hui. L'environnement aujourd'hui est une grande cause de mortalité. La pollution atmosphérique, les produits chimiques. Et je le redis, la question de la biodiversité qui est absente du débat dans la défense qui est faite du glyphosate devient un sujet majeur de préoccupation. Et enfin, pour finir, moi j'ai été adjoint à l'environnement de la ville de Nantes pendant 10 ans. En 2001, nous avions plutôt baissé nos quantités de phytosanitaires dans les années 90. Avec l'arrivée du Roundup, c'est reparti. C'était la molécule miracle, sans danger. Et donc, on a recommencé à l'utiliser massivement. Moi, en 2001, je suis arrivé, et on a, en 2-3 ans, et la loi Labbé, dont j'étais le rapporteur, a dit la même chose pour l'espace national, on a arrêté. La première année, les gens ont râlé. En plus, c'était une année chaude et humide, donc il y avait de mauvaises herbes partout sur les trottoirs. Aujourd'hui, il y aurait quelqu'un en scaphandre qui reviendrait avec des produits phytosanitaires sur les trottoirs, il prendrait des cailloux. Donc je pense que la population a évolué, il faut entendre sa demande et organiser la société pour qu'effectivement on protège la santé des populations. Jean Bizet, est-ce qu'on a pu mesurer aussi l'impact sur finalement les prix à l'achat, à la fois pour les consommateurs mais aussi pour les agriculteurs, d'une disparition progressive du glyphosate? Écoutez, les agriculteurs, je les connais bien, je les côtoie depuis quand même quelques décennies. S'ils n'avaient pas, je dirais, l'obligation pour avoir une récolte d'utiliser ces produits, ils ne les utiliseraient pas, ça a un coût. Et si demain, les scientifiques, les entreprises, les agrochimistes trouvent des molécules de substitution... Des pratiques. Pourquoi des molécules? Mais il n'y a pas que la pratique, vous n'allez pas revenir simplement, vous l'avez vu, avec simplement des pratiques d'arrachage. Mais on finance aujourd'hui des pratiques. C'est l'État français qui pratique. Non, mais la modernité, c'est les recherches qu'on est en train de faire. Ronan, autant de passages avec un engin agricole qui fonctionne avec du gazole, c'est rien à voir. D'émissions de CO2 c'est pas de même de tassement des sols. Mais donc, c'est pas de même nature. Les pratiques vont de concert avec la molécule, mais il faut qu'on arrête de considérer que la nature, eh bien, elle est un véritable jardin. Il y a des prédateurs dans la nature. Il faut, pour protéger les cultures et avoir une récolte, il faut des moyens qui sont des pratiques, nous sommes d'accord, mais il faut des outils. Les outils sont aussi des molécules chimiques. Ouais. Vous, Éric Thirion, vous l'avez chiffré à 2 milliards d'euros, cette interdiction de l'herbicide. Oui, c'est une étude qui a été faite par Ipsos, qui effectivement démontre que à la fois il peut y avoir des économies si on n'utilise pas de glyphosate, puis à la fois il y a des dépenses si on utilise d'autres produits. Il y a les passages mécaniques, les techniques agricoles qui sont aussi plus de temps, plus d'usure, plus de matériel. Et donc sur l'ensemble de la ferme France, ça a été estimé à 2 milliards par an.
Voilà. Donc c'est quand même pas un sujet anodin pour l'économie agricole et le revenu des agriculteurs. Voilà, donc c'est un débat. Mais vous savez, les molécules les plus dangereuses, en 10 ans, il y en a 60% de moins. Moi, je hurle pas contre ça. Les plus dangereuses, effectivement, il faut savoir s'en passer, trouver des alternatives et les arrêter. Là, on est bien sur un sujet où aujourd'hui, les agences de santé n'ont pas classé ce produit parmi les plus dangereuses. Donc, on est sur un débat de société, mais on n'est pas sur le savoir si c'est réhomologué. Vous avez compris ou pas. Voilà, merci. Avant de poursuivre ce débat, on continue les réactions. On va retourner à la salle des conférences. Nous attend Saveria Rojek. À vos côtés, le sénateur Joël Labbé, justement. Quel regard porte-t-il sur cette décision surprise ce matin ? Voilà, Joël Labbé, on en débat en plateau ce report de la décision de l'Union européenne sur le glyphosate. Tout d'abord, comment interprétez-vous ce report, cette décision de l'Union ? Eh bien, c'est quand même un signe que la Commission, qui jusque-là faisait la pluie et le beau temps avec les experts et sous influence des lobbies, là, elle se trouve dérangée et dans l'obligation de reporter. D'une part, il y a eu l'avis du Parlement européen, d'une part, et d'autre part aussi la position française qui, à mon sens, a fait basculer le rôle qu'a joué Nicolas Hulot dans ce jeu, si c'était un jeu, pour faire en sorte que, pour le moment, ils n'ont pas trouvé d'accord, ce qui veut dire que pour nous qui souhaitons la suppression du glyphosate à court terme, on peut espérer que le résultat, dans quelques jours ou quelques semaines, sera favorable en ce sens-là. D'accord. La Commission donc, qui propose de l'interdire d'ici 5 à 7 ans. Paris qui souhaite que la prolongation, Mathilde l'a dit tout à l'heure, n'aille pas au-delà de 4 ans. Pour vous, il faut l'interdire au plus vite ? Oui, au plus vite. Et je pense que les 3 ans proposés par Nicolas Hulot laissaient suffisamment de temps parce qu'il y a un moment où il faut... Alors désormais, la position officielle, c'est 4 ans. Hein. Mathilde dit 4 ans. Alors on revient sur la proposition de Matignon qui est de 4 ans. Et bien finalement, si la décision est prise pour 4 ans, ce qui ne veut pas dire que dans 4 ans, il y aura de nouveaux débats, mais je crois que dans 4 ans, ce sera absolument plus possible de prolonger. Donc si c'était 4 ans, ce serait quand même une satisfaction, oui. Les partisans du glyphosate assurent que son arrêt aura un prix considérable pour les consommateurs comme pour les agriculteurs. La FNSEA parle de 2 milliards d'euros. Est-ce que c'est vrai ? Évidemment, on va sortir des chiffres comme cela. Il faut comparer ce qui est comparable. Les externalités négatives produites par le glyphosate et autres produits chimiques ne sont jamais prises en compte sur la santé, sur les pollinisateurs, sur la qualité de l'eau. Autant de coûts qui sont générés par ces pratiques et qui ne sont pas du tout pris en compte. Alors c'est faux, et d'ailleurs l'agriculture biologique démontre que sans produits chimiques, on peut avoir des exploitations qui sont viables et qui produisent des produits de qualité. Très bien, merci Joël Labbé d'avoir répondu à la question, merci. Merci à vous Saveria. Laurent Pinatel, les consommateurs sont-ils condamnés à consommer bio? C'est aussi plus cher pour eux? Oui, moi je pense qu'on est vraiment sur un... Consommer bio, bon, il y a des gens qui arrivent à produire sans glyphosate, ils sont en bio. Il y a des gens qui n'arrivent pas à produire sans glyphosate, il faut s'intéresser à leurs problématiques et voir comment on peut les accompagner vers des solutions qui soient des solutions de rotation, des solutions de mix de culture, des solutions qui ne soient pas la recherche de nouvelles molécules, mais de nouvelles pratiques. À côté de ça, il y a une attente sociétale beaucoup plus forte. Effectivement, le dossier du glyphosate, il y a 10 ans, il ne serait peut-être pas venu sur la table de cette façon-là, parce qu'il y avait un certain désintérêt des consommateurs et des citoyens, de la société dans son ensemble pour la question agricole. Aujourd'hui, il y a une attention plus accrue, bon, après, l'industrie agroalimentaire y a mis du sien, scandale après scandale, on a effectivement posé le débat de dire il faut s'intéresser à ce qui se passe avant que ça arrive dans nos assiettes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec glyphosate ou bio? Il y a plein de gens entre les deux. Et puis, le bio cher, la transition, c'est un paquet complet sur lequel il faut remettre en perspective les politiques publiques. Les politiques publiques agricoles en France, c'est la politique agricole commune, la PAC. Premier pilier, deuxième pilier, c'est un peu technique. Mais il y a quand même 9 milliards qui arrivent en France aujourd'hui sur l'agriculture. Ces 9 milliards, ils doivent absolument servir à avoir une alimentation de qualité. Et c'est le processus qui est aujourd'hui entamé par le gouvernement sur les états généraux de l'alimentation. Ces 9 milliards, comment on les dirige pour accompagner les paysans d'un point A à un point B?
Pour cela, il faut quand même reconnaître que le point A, il pourrait être un peu meilleur et de dire on va améliorer les pratiques. On ne va pas vous laisser ici sans revenu, on ne va pas vous laisser face à une concurrence mondiale exacerbée. Ce que disait Éric Tourmoin tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. On ne peut pas signer des accords de libre-échange avec des pays qui n'ont pas les mêmes pratiques que nous. On ne signe pas ces accords de libre-échange. Enfin, je veux dire, il y a un paquet complet sur lequel il faut qu'on se penche et il faut absolument accompagner les paysans à sortir de leur dépendance aux pesticides parce que c'est vraiment un problème extrêmement dangereux aujourd'hui. On arrive bientôt au terme de ce débat. Peut-être si vous voulez ajouter quelque chose, Jean Bizet, justement. Rien que le titre de votre émission que j'ai vu sur les slides, au travers de l'interview de Joseph Labbé, c'est marqué glyphosate, le dossier qui empoisonne l'Europe. Vous auriez mis glyphosate, le dossier qui préoccupe l'Europe, on serait déjà dans une nouvelle position, si vous voulez. Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans un débat scientifique. Nous sommes dans un débat de société et la tyrannie, si vous voulez, de l'émotion publique bien orchestrée par un certain nombre de mouvements et d'ONG fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Alors, bien sûr qu'il faut faire évoluer les pratiques agricoles. Il faut faire évoluer la mise en place de nouvelles molécules. Mais attention, si vous voulez, à ne pas, mettre les agriculteurs dans une position qui sera extrêmement difficile. Ils sont suffisamment malheureux tout de suite. Je pense que ça fait consensus. On en effectivement, il faut accompagner ces agriculteurs. Je pense que ce qui se joue est tout à fait scientifique, c'est-à-dire que nos sociétés ont eu des gains d'espérance de vie très importants par les progrès de la médecine, et on voit que ces gains sont aujourd'hui rognés par les atteintes environnementales, et que donc la question environnementale est au cœur, et elle n'en sortira pas pour des raisons purement scientifiques. Après, sur le monde agricole, je crois qu'on est tous préoccupés par l'avenir du monde agricole. Ce qui se joue derrière le modèle agricole, c'est la réaugmentation du nombre d'actifs agricoles. Parce que le bio qui se développe, par exemple, beaucoup en Loire-Atlantique, aujourd'hui, c'est 20-25% des paysans. Et même les rapports de force syndicaux sont en train de changer, ce qui explique aussi que certains syndicats ne veulent pas que l'on transfère trop d'argent du pilier 1 vers le pilier 2, parce que c'est beaucoup plus, demain, de paysans bio qui votent pour les chambres d'agriculture. Donc on est dans cette mutation démographique de l'agriculture. Demain, c'est plus d'agriculteurs qui répondent aux enjeux de santé, de nourriture et d'environnement. Très rapidement pour conclure, Éric Tirmoin. Oui, non, je voudrais quand même dire qu'à la FNSEA, il y a plus de producteurs bio que dans la moyenne nationale. Donc, je ne sais pas à quoi vous faisiez référence. Donc, il fallait soutenir le transfert vers le pilier 2, alors. Effectivement, je pense qu'il y a une évolution à faire. Il faut répondre aux attentes de la société. Et nous, on appelle au gouvernement de nous aider à trouver des solutions. Parce que ce qui est important, c'est de trouver des solutions alternatives pour l'agriculture et pour répondre à tout ça. Alors que là, on nous conduit sur des interdictions aveugles qui font fi des agences de santé. Et là, ça s'appelle une impasse. Eh bien, merci Éric Tirmoin, merci à vous Jean Bizet, merci Renan Dantrec, merci Laurent Pinatel. Autre dossier, on en a parlé, sur lequel la France devra convaincre et faire entendre sa voix, c'est le CETA, le traité de libre-échange entre l'UE et le Canada. Le gouvernement a présenté son plan d'action pour tenter de répondre aux inquiétudes. Jérôme Rabizier. C'est entouré de 4 ministres que Christophe Castaner est venu présenter le plan d'action du gouvernement sur le CETA, ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Et la France a désormais un objectif clairement affiché. Comment mettre le CETA sous surveillance ? Une mise sous surveillance nécessaire car une commission indépendante a remis au gouvernement un rapport en septembre dernier, pointant la faiblesse des protections, notamment en matière environnementale. Le gouvernement, par la voix de Nicolas Hulot, va tenter de défendre la mise en place d'un instrument inédit. Et on va mettre en place ce qu'on peut appeler une forme de veto climatique qui doit nous assurer dès maintenant que les dispositions qui sont destinées à mettre en œuvre nos propres engagements climatiques ne puissent en aucun cas, et notamment dans le cadre des tribunaux d'arbitrage, être attaquées par un investisseur. En clair, faire en sorte que les mesures françaises ou européennes destinées à limiter le réchauffement climatique ne soient pas remises en cause par cet accord. Mais il faudra que Paris convainque ses autres partenaires européens sur le sujet. Le gouvernement a aussi tenu à rassurer les agriculteurs français qui craignent une concurrence de la production canadienne pas forcément soumise aux mêmes normes. Le Parlement français devra enfin ratifier le texte au deuxième semestre 2018, ont annoncé les ministres, pour qu'il soit totalement mis en œuvre, même si 90% de ces dispositions sont déjà effectives depuis le 21 septembre dernier.
L'intelligence artificielle en débat au Sénat. Cet après-midi, les sénateurs se sont interrogés sur ses enjeux et son cadre légal. Compte rendu de cette séance avec Hélène Goutani. Dans notre quotidien, elle s'est imposée. Du smartphone jusqu'à la voiture, l'intelligence artificielle est présente grâce à de multiples objets. Une véritable révolution industrielle à laquelle il s'agit de se préparer le plus vite possible face aux concurrents. C'est nous qui devons créer toutes les conditions pour réussir et c'est ce que je prépare avec le gouvernement. On a pour objectif, début janvier 2018, d'avoir une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Car l'Europe est à la traîne face à la Chine et aux États-Unis, moins scrupuleux que la France et ses partenaires européens concernant les droits de leurs ressortissants. Est-ce qu'il faut réglementer et prendre du retard ou est-ce qu'il faut accepter la compétition, mais au détriment de nos principes, des principes des droits de l'homme que nous connaissons? Évidemment, il ne faut pas reculer là-dessus, mais c'est un dilemme considérable pour la France et pour l'Europe. L'intelligence artificielle s'est fait une place dans tous les domaines, industrie, agriculture, médecine et même justice. Alors, il s'agit aussi pour les sénateurs de prévenir les risques liés à son utilisation. Aujourd'hui, les chirurgiens opèrent avec des robots, mais d'ici 10 ou 20 ans, les robots opéreront tout seuls. Chirurgien bac plus 10, bac plus 12, et demain le robot le remplace. Et pour faire face aux défis économiques et juridiques de cette nouvelle technologie, les sénateurs ont également mis l'accent sur la formation pour préparer les nouvelles générations. Laurent Alexandre, auteur du livre La guerre des intelligences, est notre invité. Il répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Laurent Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien, chef d'entreprise, cofondateur de Doctissimo, aujourd'hui à la tête d'une société de séquençage ADN et vous êtes un spécialiste des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle à laquelle vous consacrez ce dernier livre, La guerre des intelligences. Et tout d'abord, cette question évidente, très simple, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? À partir de quand peut-on parler d'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un système qui réalise mieux que l'homme des tâches intellectuelles qui étaient réservées au cerveau biologique des humains jusqu'à maintenant. Et cette intelligence artificielle, elle est déjà présente dans le monde qui nous entoure. Dans quel exemple concret, par exemple? Les voitures autonomes, les applications qu'il y a sur nos téléphones portables sont déjà le fruit d'intelligence artificielle. Ce sont des intelligences artificielles qui ne fonctionnent pas comme l'intelligence humaine. Elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles font, mais elles sont capables de conduire mieux que nous des voitures autonomes, elles sont capables de faire un diagnostic cancérologique dans certains domaines, mieux que les meilleurs cancérologues au monde. Et oui, c'est ce que vous nous expliquez dans votre livre. Nous sommes au début d'une révolution, d'un changement de civilisation avec ses risques et ses promesses. Et du côté des promesses, vous venez d'en parler, il y a toutes ces promesses médicales. Dans votre livre, vous parlez des cancers de la peau, de l'orthodontie, vous parlez de beaucoup de promesses médicales, ainsi de suite. Oui, il y a plein de domaines où l'intelligence artificielle progresse et elle va nous permettre de réaliser des choses incroyables. Pour mesurer la vitesse à laquelle elle progresse, le meilleur exemple, c'est de voir ce qui s'est passé sur le jeu de Go. Le logiciel développé par Google, AlphaGo, qui avait battu le champion du monde du jeu de Go, a lui-même été battu par la nouvelle version de Google par 100 parties à 0. C'est-à-dire la toute dernière version de Google, au bout de 4 mois de redéveloppement, a gagné par 100 à 0 contre la version qui avait terrassé le champion du monde. On voit que l'intelligence artificielle galope et que les intelligences artificielles arrivent à battre des intelligences artificielles qui battent l'homme. On est dans une course des intelligences artificielles vers toujours plus de puissance. Il y a d'ailleurs une spécificité au jeu de Go, vous l'expliquez dans votre livre. Ce n'est pas du tout la même chose que les échecs, qui est un jeu vraiment mathématique. Dans le jeu de Go, il y a de l'intuition. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le champion du monde du jeu de Go, Kiji, a avoué, après avoir été écrabouillé par Google, que ça avait été une expérience quasi métaphysique pour lui, qu'il avait été bouleversé, qu'il avait compris le jeu de Go sous un jour totalement différent et que le logiciel de Google lui avait permis de comprendre un niveau de complexité qu'il n'imaginait pas possible. On voit que même une intelligence artificielle qui n'a pas conscience d'elle-même est capable de nous bouleverser, est capable de création, est capable d'inventer des choses et à une vitesse qui défie l'entendement, parce que les hommes ont mis 3000 ans pour progresser au jeu de Go
et la nouvelle version d'AlphaGo a été construite en quelques jours. Et ça ouvre des perspectives incroyables, très inattendues. Par exemple, si on reste sur le domaine de la santé, les géants du numérique, les GAFA comme on dit, travaillent aujourd'hui pour Microsoft à l'éradication du cancer. Facebook, nous le racontez-vous, à l'éradication de toutes les maladies humaines, horizon 2100. Oui, tout à fait. La santé, c'est beaucoup de données. Le séquençage ADN d'une tumeur, par exemple, c'est 20 000 milliards d'informations pour chaque malade. Donc, il y a des montagnes de données qui sont créées aujourd'hui dans le dossier médical de chaque malade. Et les géants du numérique américains, Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont tous en train de rentrer dans la santé. Et ils vont devenir probablement des acteurs majeurs dans les 20 ou 30 années qui viennent du monde de l'éducation et du monde de la santé. C'est un challenge énorme pour nos hôpitaux, pour les médecins et pour les professeurs. Il y a un risque, si nous ne faisons pas attention, que nous ayons demain 2 grandes sidérurgies, la santé et l'éducation, avec l'arrivée des géants du numérique qui sont, avec leurs intelligences artificielles, bien plus performants que nos bureaucraties, même si elles font des choses très bien par ailleurs. Effectivement, c'est un problème géopolitique. Dans tout cela, l'Europe est très mal placée par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, à la Silicon Valley. Pourquoi ? Alors, l'Europe a raté le coche, elle n'a pas vu arriver l'intelligence artificielle, comme elle n'a pas vu arriver les téléphones, les smartphones, les téléphones portables intelligents. L'Europe était leader il y a 10 ans. Il y a 10 ans juste, sortait l'iPhone 1. Et Apple n'existait pas dans le monde du téléphone portable. Google n'était pas encore rentré, n'avait pas créé Android. Nokia, un Européen, avait 55% du marché mondial du téléphone portable. Nokia est mort. 100% des téléphones portables sur Terre fonctionnent soit sous Apple, soit sous Google Android. L'Europe a été écrabouillée. La Chine s'en sort, elle a des géants du numérique aujourd'hui. L'éditeur de WeChat, qui s'appelle Tencent, est la 10e plus grosse entreprise au monde en termes de valeur. Mais l'Europe n'a rien. Elle n'a que des crapauds numériques face aux géants chinois et américains. Et vous êtes très inquiet pour l'Europe et vous êtes très sévère à l'égard des politiques dans votre livre, des politiques qui pour vous sont des analphabètes de la technologie. Alors il y en a un seul que vous sauvez, c'est Emmanuel Macron tout de même, qui pour vous est technophile. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Olivier Véran, Monsieur Blanquer, Mounir, Moujadi, etc. sont des gens qui ont une bonne culture numérique. Et qui, donc En Marche tout de même. C'est vrai que c'est là qu'il y a le plus de gens qui connaissent l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des gens qui sont pas mauvais. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup la cote en ce moment, comme Jean-François Copé, est un très bon connaisseur de l'intelligence artificielle, Xavier Bertrand également. Donc non, il y a un réveil des politiques, mais maintenant il faut qu'on galope, parce que comme on a perdu la première guerre, on le voit bien avec les géants du numérique, et qu'on est mal barré en termes d'intelligence artificielle, on risque vraiment d'être déclassé sur le plan industriel et technologique si on ne se réveille pas très vite. Et puis on a une deuxième bataille à mener, c'est la bataille de l'école. C'est que l'école aujourd'hui n'a pas réalisé que l'intelligence artificielle arrive, et l'école de 2017 est en train de former nos enfants à des métiers où ils vont être laminés, écrabouillés par l'intelligence artificielle. Il faut changer radicalement le management à l'éducation nationale. Il faut que l'éducation nationale intègre des spécialistes de l'intelligence artificielle pour comprendre comment et surtout vers où il faut envoyer nos enfants dans les années qui viennent, parce que les enfants qui sont rentrés en maternelle le mois dernier, en septembre 2017, ils seront encore sur le marché du travail en 2070. Et je peux vous promettre que l'éducation nationale de 2017 ne forme pas nos enfants et nos petits-enfants à être compétitifs vis-à-vis de l'intelligence artificielle en 2070. D'ailleurs, vous dédiez à votre livre à Mounir Majoubi et à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'intelligence biologique, dites-vous. Donc, vous le dites, si l'école ne prépare pas les enfants d'aujourd'hui à la révolution de demain, eh bien, ils seront inemployables. Est-ce que, pour vous, l'avènement de l'intelligence artificielle est synonyme de fin du travail, pour certains, de fin du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui? Le débat est ouvert aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de fin du travail parce que l'aventure humaine ne fait que commencer. Vous avez probablement vu les projets d'Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, le projet de Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, de conquérir le cosmos. Et ils estiment qu'il faut des milliers de milliards d'hommes pour développer les projets spatiaux dans la galaxie. L'aventure humaine ne fait que commencer, donc le travail ne mourra jamais. En revanche,
Ce qui n'est pas sûr du tout, c'est que nous ayons le temps de former les gens qui aujourd'hui vont être dépassés par l'intelligence artificielle pour aller vers des nouveaux métiers. Et comme l'école a pris énormément de retard, il y a le grand risque qu'on arrive à ce que décrit le philosophe israélien Harari dans Homo Deus, c'est-à-dire des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des inutiles, qu'il appelle les useless en anglais, et qui seraient abandonnés par le système parce que incapables d'être compétitif face à l'intelligence artificielle. Il faut vraiment que l'école se modernise très vite. Aujourd'hui, l'école est un monstre bureaucratique avec des querelles syndicales. C'est pas le sujet du moment. C'est pas de se battre entre syndicats rue de Grenelle qui compte. C'est de sauver l'avenir de nos enfants en modernisant l'école et en les rendant compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et ça suppose un changement complet de gouvernance de l'éducation. Quel regard portez-vous sur le revenu universel, on le sait, notamment au niveau des GAFA, et sans parler du débat qu'il y a eu ici en France, notamment soulevé par Benoît Hamon. En tout cas, les géants du numérique américain sont favorables à un revenu universel temporaire, un tampon pour permettre aux personnes qui ne sont pas adaptées, qui pourraient se convertir. Je suis favorable, bien sûr, à une indemnisation du chômage et à une formation tout au long de la vie pour que les gens puissent s'adapter aux chocs technologiques. En tant que médecin, en tant que spécialiste du cerveau, je pense que ce serait une monstrueuse connerie de développer le revenu universel permanent pour une raison très simple, c'est que le cerveau s'atrophie quand il ne travaille pas et que on a vu, par exemple, chez les chauffeurs de taxi londoniens, quand Waze est arrivé, vous pensez que les personnes qui auraient le revenu universel ne travailleraient pas ils ont cessé de retenir le plan de Londres. Eh bien, on voit au scanner et à l'IRM un effondrement de la taille de l'hippocampe, qui est la zone chargée de la mémoire dans le cerveau. Si nous travaillons moins, on va atrophier le cerveau des gens qui ont déjà des difficultés à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une vraie fausse idée. Je pense que c'est un piège politique. Ce serait une monstrueuse ânerie de développer le revenu universel. On aurait simplement des publics de plus en plus fragiles et de plus en plus incapables de rentrer sur le marché du travail parce qu'ils auraient de réelles atrophies du cerveau. Il faut au contraire réformer le système de formation, éduquer les gens, les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Il faut développer le cerveau et pas mettre les gens au rebut, au revenu universel. Merci beaucoup Laurent Alexandre d'avoir répondu à mes questions. Et donc je rappelle le titre de votre livre, La guerre des intelligences, un livre assez vertigineux sur l'intelligence artificielle. Merci. Merci. Merci à vous Laurent Alexandre. Merci Tam. En bref, la nomination au Conseil constitutionnel de la magistrate Dominique Lottin, validée par le Sénat. Elle va succéder à Nicole Belloubet, devenue garde des Sceaux. La commission des lois l'a validée par 39 voix pour, 1 contre et 1 bulletin blanc. Gérard Larcher avait d'abord proposé la nomination de Michel Mercier, l'ancien ministre de la Justice, mais celui-ci avait dû y renoncer après une enquête sur des soupçons d'emploi fictif. On va maintenant passer au second débat de Sénat 360, consacré à ces annonces des réformes sociales, de l'acte 2 des réformes sociales. On va bien sûr en parler avec Oriane Mancini, qu'on va retrouver dans un instant. Mais avant cela, ces annonces interviennent dans un contexte plutôt favorable pour le gouvernement, car le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a fortement baissé en septembre. Il repasse sous la barre des 3,5 millions. Jérôme Bonnard. 64 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en moins en septembre, soit moins 1,8%. De quoi faire rêver tout gouvernement en lutte contre le chômage. Pourtant, l'exécutif ne commande plus ces chiffres de Pôle emploi. Aussi spectaculaire soit-il, il reste volatile et trop éloigné des données officielles de l'INSEE définies par le Bureau international du travail. Explication. Il faut d'abord toujours se méfier des chiffres mensuels, il faut toujours essayer d'avoir au moins une moyenne sur un trimestre, voire sur un semestre pour avoir une tendance. Et donc rappeler que cette baisse, certes historique, du mois de septembre faisait suite à une double hausse au cours des mois précédents. Et donc si on additionne finalement les 3 mois, on s'aperçoit qu'on est sur une très légère baisse du chômage. Moins 0,2% exactement, alors qu'en réalité le marché du travail français s'améliore depuis 2015, avec notamment 140 000 chômeurs en moins depuis l'an passé à la même époque. Alors pourquoi les chiffres de Pôle emploi sont-ils si différents? Aujourd'hui, les statistiques de Pôle emploi peuvent aussi refléter d'autres événements que des événements économiques. Ça peut être des décisions administratives, de changement de mesures, ça peut être des décisions de nettoyage de fichiers plus ou moins importants d'un mois sur l'autre. Attention enfin à tenir compte dans les mois à venir d'une autre donnée de taille, la suppression de près de 200 000 emplois aidés pour 2018.
Et on va tout de suite retrouver Oriane Mancini en direct de la cour de Matignon. Oriane, Édouard Philippe vient de dévoiler sa feuille de route pour ce qu'on appelle déjà l'acte 2 des réformes sociales du quinquennat Macron. Oui Delphine, Édouard Philippe estime que les 3 volets de cette réforme, l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage, relèvent de logiques et de compétences différentes. Il a donc détaillé une feuille de route avec une méthode et un calendrier différent pour chacun d'entre eux. Le premier sujet au menu, ce sera celui de l'apprentissage, celui qui fait le plus consensus. Ce seront des groupes de travail qui plancheront sur le sujet. Ils ont 3 mois pour rendre leurs conclusions. Le deuxième sujet, ce sera celui de la formation professionnelle. Là, c'est un document d'orientation qui sera envoyé aux partenaires sociaux la première quinzaine de novembre. Le gouvernement fixera le cadre et le calendrier, mais souhaite laisser libre champ à la négociation. Il a d'ailleurs donné son accord aux syndicats pour engager une négociation interprofessionnelle sur le sujet. Et enfin, sur le troisième volet, le plus explosif, celui de l'assurance chômage, là encore, il a donné des gages aux syndicats. Il a donné son accord pour une réunion multilatérale, notamment sur les conditions d'extension et sur la gouvernance de cette assurance chômage. Et sur ce sujet, les travaux débuteront dans la deuxième quinzaine de novembre. Il a précisé, Oriane, le calendrier législatif, le Premier ministre. Oui Delphine, et c'est un calendrier sans surprise. La réforme sera sur la table du Conseil des ministres avant le printemps. Elle sera discutée au Parlement pendant le printemps pour une adoption définitive avant l'été. De quoi laisser le temps au dialogue sur cette réforme, comme le souhaitait Édouard Philippe. Il a d'ailleurs dit tout sera examiné, tout sera instruit. Il n'y a aucun sujet tabou, y compris la ligne rouge des syndicats, le montant et la durée des indemnités de chômage. Édouard Philippe l'a dit, le pire serait de donner des pistes d'atterrissage avant même le début des discussions. Édouard Philippe qui a d'ailleurs beaucoup insisté sur le mot de respect durant cette conférence de presse comme une mise en garde adressée aux partenaires sociaux. Vous l'avez vu, il leur a donné des gages de dialogue, des gages de discussion, mais il a prévenu « Je serai attentif à la qualité du dialogue avec les acteurs ». Merci à vous, Oriane. Et justement, vous venez d'en parler. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Édouard Philippe sur ce calendrier et la méthode de l'exécutif. Ce sera commun dans ce travail sur l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage, c'est l'ambition. Notre objectif n'est pas de modifier à la marge ou de rafistoler, c'est de transformer profondément les choses pour que ces formidables outils que sont l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage protègent effectivement le plus grand nombre. Le deuxième principe, ce sera la transparence. Nous ne cachons rien. Nous avons dit clairement les directions que nous voulions prendre. Nous l'avons fait avec les organisations syndicales et patronales. Et ces orientations sont celles que le président de la République a présentées aux Français durant la campagne. L'objectif, vous le voyez bien, c'est qu'au cours de la première année du mandat, nous ayons traité, à travers les ordonnances et à travers le projet de loi sur le deuxième bloc de transformation que nous mettons en œuvre, l'ensemble des sujets relatifs à la transformation, à la rénovation du marché, du travail, l'ensemble des éléments qui permettent à la fois de créer des flexibilités et des souplesses et en même temps de sécuriser des parcours et des compétences. Eh bien, ouvrir. Et on va tout de suite ouvrir le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Guillaume Bredon, bonjour. Vous êtes avocat, expert en droit social à la Fondation Concorde. Merci d'être avec nous. Mathieu Plane est également sur ce plateau. Bonsoir, économiste à l'OFCE. Jean-Charles Simon, bonsoir. Vous êtes économiste, fondateur de Station. C'est une entreprise spécialisée dans le traitement de données et de statistiques économiques. Merci d'être avec nous. Pierre Jacquemin, bonsoir. Rédacteur en chef de Regard.fr, ancien conseiller de Myriam El Khomri au ministère du Travail. Première question d'ailleurs pour vous, Pierre Jacquemin, sur cette méthode présentée par le gouvernement. Les ordonnances ne sont pas encore définitivement adoptées. Le gouvernement met déjà sur la table cette question des réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Le gouvernement qui veut aller vite. Qu'en pensez-vous ? J'ai entendu le mot respect de la part du Premier ministre. J'espère qu'effectivement l'écoute sera présente dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous avez rappelé, j'ai travaillé avec la ministre du Travail au moment
moment où se construisait la réforme du travail, j'ai participé, j'ai vécu les réunions de concertation, les réunions, pas de négociation d'ailleurs, les réunions de concertation où on a écouté pendant un temps très long l'ensemble des partenaires sociaux qui avaient des propositions très importantes d'ailleurs à faire sur la question de l'apprentissage, sur la question de la formation professionnelle tout au long de la vie, avec des propositions nouvelles, d'ailleurs une offre nouvelle qui était faite par les syndicats. On reproche souvent aux syndicats de ne pas faire de propositions. Il y avait sur la table des choses qui étaient présentées. La ministre d'ailleurs à l'époque avait relayé les propositions, elle y était même assez favorable, et puis on a découvert sur la fin que l'ensemble de ces négociations, de ces concertations n'avait servi à rien. Aujourd'hui, on vient de passer une période où il y a eu un deuxième round de la réforme de la loi travail avec celle de Macron, où il y a eu tout un tas de concertations aussi, visiblement, qui ont été menées au cours de l'été, et puis on a voté, ça a été passé par ordonnance. Donc j'espère que les annonces qui ont été faites aujourd'hui sont des vraies annonces de concertation, de négociation, où on va entendre les partenaires sociaux, parce qu'encore une fois, il y a des propositions. Je crois que la CGT l'a dit, l'a redit, FO aussi d'ailleurs, ont des propositions sur ces sujets-là qui sont des sujets essentiels. D'ailleurs, c'est d'ailleurs assez problématique de voir qu'aujourd'hui, la question de la réforme du travail, on l'a passée sur la réforme du travail, justement, sur le code du travail, et qu'aujourd'hui on nous explique qu'en fait la question du chômage on va la régler sur l'apprentissage et la formation, et c'est vrai que la question du chômage et la question du travail on la règle sur la question de la formation et sur la question du carnet de commandes, et certainement pas sur la question du droit du travail tel que ça a été fait en priorité par le gouvernement. Ouais, avant d'approfondir ce débat, Jean-Charles Simon, sur la méthode du gouvernement, il y a eu ces concertations assez rapides avec les partenaires sociaux sur les ordonnances. Là, est-ce qu'il y a un changement de cap sur ces trois piliers, on l'a rappelé, formation professionnelle, apprentissage et assurance chômage? Trois sujets différents parce qu'il n'y a pas les mêmes gouvernances pour chacun des trois sujets. L'apprentissage, c'est quadripartite avec les régions et l'État qui ont déjà un rôle. L'assurance chômage, c'est que actuellement entre partenaires sociaux. Et la formation professionnelle, c'est compliqué parce que ce dont on parle le plus souvent, c'est la partie qui n'est qu'une partie en fait, qui n'est que entre partenaires sociaux. Est-ce que les partenaires sociaux peuvent être laissés seuls à l'initiative et mener une négociation et aboutir à quelque chose ? L'expérience montre plutôt le contraire. En matière de formation, on a eu plusieurs accords ces dernières années. C'est des accords qui ont, pour l'essentiel, laissé les choses en l'état. C'est pas des transformations qui ont été faites. Au contraire, ça a été vraiment le conservatisme, pour l'essentiel, dans les grands choix, les grandes architectures. Je prends l'exemple de la formation. Il y a un accord en 2014, il y en avait un en 2009, il y en avait un au début des années 2000. À chaque fois, c'est des accords qui ont maintenu l'essentiel, pour moi, du blocage du système, qui est un circuit de collecte et de mutualisation qui est absolument exceptionnel à la France et qui dessert complètement l'efficacité du système de formation professionnelle. Oui. Mathieu Plane, quels sont les enjeux de cette réforme de la formation professionnelle selon vous ? Les enjeux, ils sont multiples. Et d'abord, il y a une réforme de la formation professionnelle de façon à ce qu'elle bénéficie a priori à ceux qui en ont le plus besoin. Mais ça, c'est toujours un argument qu'on entend. Après, maintenant, comment on fait, c'est plus compliqué. Mais surtout, ça va se coupler avec quelque chose d'un peu nouveau. C'est qu'il y a des montants qui sont mis sur la table à travers le plan d'investissement qui sont importants. Il parle de l'ordre de 15 milliards sur le quinquennat, ce qui est quand même beaucoup. Viser d'à peu près 2 millions de formations, avec des ciblages particuliers sur les chômeurs, notamment de longue durée, ou les jeunes qui sont sortis tôt du système éducatif. Donc il y a une vraie volonté. Alors c'est vrai qu'on va voir que ça va prendre du temps, c'est compliqué. On va dire que c'est le volet plus sécurité que le volet flexibilité. Maintenant, on va voir les arbitrages qui seront rendus. On voit en tout cas que c'est un point important dans le programme. Et il y a aussi quand même une enveloppe financière qui est nouvelle, alors qui n'est pas censée être durable, c'est 15 milliards, donc on va voir comment ils vont être répartis et si ces ciblages vont vraiment permettre pour certaines personnes de retrouver plus facilement de l'emploi. C'est vrai que par ailleurs, de toute façon, une économie a besoin de gens formés, mais il y a aussi besoin de création d'emplois, et donc ça c'est l'autre partie qui est la politique plus macroéconomique. Mais bien sûr, la formation reste un point important. C'était justement contenu dans cette réforme du Code du travail par ordonnance. Guillaume Bredon, avant d'aller plus au fond du contenu de ces réformes, un mot sur la méthode également ? Alors sur la méthode, moi je trouve un peu antinomique de parler de fixer comme objectif une transformation profonde et de donner finalement le sujet aux partenaires sociaux qui, comme a dit mon voisin, n'ont pas brillé par leur pertinence ces dernières années et par leur ingéniosité. Donc j'espère qu'ils vont se saisir du sujet véritablement et qu'ils vont réformer ce système qui est à bout de souffle, qui est extrêmement complexe pour les entreprises. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un nombre d'entreprises conséquentes qui n'arrivent pas à trouver des emplois, des salariés formés pour occuper des emplois qui sont disponibles, alors que par ailleurs, on a un nombre considérable de chômeurs. Donc ce problème majeur
il faut le traiter et j'espère que les partenaires sociaux vont enfin s'attaquer à la tâche correctement. Ouais, Pierre-Jacques Min, sur le rôle des partenaires sociaux, justement, on a vu encore hier une réunion qui a échoué pour trouver une date de mobilisation commune. La CFDT refuse toujours de s'allier avec Force ouvrière et la CGT pour se mobiliser contre les ordonnances. C'est la méthode Macron qui porte ses fruits. Je crois qu'il y a une exaspération. La question, c'est à quel moment, effectivement, cette exaspération va se transformer en mobilisation de masse. C'est sûr que l'absence d'unité syndicale pèse sur la mobilisation sociale. Je crois qu'aujourd'hui, la direction, ceux qui représentent la CFDT, ont cessé, ou en tout cas ont abandonné les intérêts de leurs adhérents et des travailleurs plus généralement. Aujourd'hui, il y a quand même un front qui commence un peu à exister. On voit que FO rejoint la manifestation qui est appelée par la CGT et d'autres organisations syndicales, puisqu'il y a Sud Solidaire qui est appelé le 16 novembre prochain. Donc petit à petit, on peut imaginer qu'effectivement la mobilisation prend. C'est intéressant de voir quand même qu'il se passe exactement ce qui s'est passé en 1995, au moment où Jacques Chirac se fait élire sur la fracture sociale, et quelques mois plus tard, une grande mobilisation assez inattendue était en train d'être emportée, en tout cas une partie des choix gouvernementaux. Et à l'époque, il faut se souvenir quand même que c'était Alain Juppé qui est le mentor de notre actuel Premier ministre aujourd'hui, et que je crois qu'effectivement l'autoritarisme quand même, c'est-à-dire que cette manière dont on n'écoute pas ce qui se passe dans le peuple, oui, Emmanuel Macron a été élu avec une majorité, oui, il n'est pas illégitime là où il est, mais il doit écouter davantage. Je crois que cette exaspération, elle est en train de naître dans le pays, oui. Ouais. Jean-Charles Simon. Non, pour moi, il y a une différence totale avec 95, puisqu'au contraire, en 95, il y avait l'annonce d'un projet et 3 mois ou 5 mois après, la contradiction de ce projet par un changement total de cap économique et social. Là, moi, ce qui parfois me déçoit, mais en tout cas, c'est que Emmanuel Macron, il suit complètement la feuille de route qui est celle qu'il a annoncée aux Français pendant la campagne présidentielle. Donc, il déroule le programme qu'il a présenté. La CFDT a des déceptions parce qu'elle n'a pas tout ce qu'elle veut, mais elle le savait, elle ne l'avait pas dans le programme du candidat. Donc, il y a des choses qui ne lui plaisent pas. D'autres syndicats sont encore moins contents. Il les a mis hors jeu, les syndicats, Emmanuel Macron. En tout cas, il réussit à donner à certains satisfaction. Il a donné satisfaction à Force ouvrière sur certains points, sur la place des branches. Il va probablement sur la question de la gouvernance de l'UNEDIC, qui est un point également majeur pour FO, essayer de trouver des choses qui sont moins dures que la version maximaliste qu'on pourrait avoir comprise de son programme, qui était une nationalisation complète de l'assurance chômage, donc qui aurait été, à mon sens, bien plus pertinente que de laisser les partenaires sociaux en charge. Mais je pense qu'il réussit à donner à chacun un peu quelque chose. Du coup, il y a un front un peu désuni. Je note que la CFDT, c'est le syndicat qui, quand même, progresse le plus depuis des années. Ils ont écrit la loi El Khomri quasiment tout seul. Ça, on sait depuis longtemps que la CFDT est le partenaire officiel du MEDEF. Et ils ont fait ça depuis plus de 20 ans à peu près. Ils tiennent la feuille de route sociale française et ils progressent. Ils sont devenus le premier syndicat chez les salariés français. Donc ils ne doivent pas être si déconnectés que ça de la démarche. Je parle de la base électorale de la CFDT, pardon. Oui. Pardon. Mathieu Plane, est-ce que le gouvernement est en position de force aujourd'hui par rapport à cette baisse du chômage qui a été annoncée hier, justement, pour mener à bien ces réformes, et notamment celle de l'assurance chômage ? Oui, assez clairement. Enfin, disons qu'il y a quand même une grande différence avec le quinquennat précédent, et notamment effectivement la loi El Khomri qui est arrivée en fin de quinquennat, qui a un peu surpris tout le monde. Là, effectivement, il y a quand même le fait qu'il est élu sur un programme qui est quand même assez proche de ce qui est réalisé aujourd'hui. Le fait qu'il bénéficie d'une conjoncture favorable, quand même, ça facilite les choses. C'est-à-dire quand vous avez de la croissance, des créations d'emplois, c'est plus facile pour faire passer les choses. Et puis là, on passe quand même sur un front qui est quand même plus sur la formation, sur un chômage, l'ouvrir plus. On va dire, on est moins sur quelque chose qui était plus dur, qui est par exemple la question du code du travail. Même si ça peut créer des tensions, mais sur la question de l'assurance chômage, ce qui posera d'autres problèmes, c'est plutôt sur les questions fiscales. Si on augmente la CSG, qu'on baisse les cotisations sociales par exemple. Mais on va dire que globalement, on voit bien que effectivement, la contestation est quand même complexe à mener dans ce cas-là. Je pense qu'elle peut plus prendre presque sur la partie fiscale, c'est-à-dire que effectivement les choix fiscaux, les arbitrages fiscaux sur 2018 ont été quand même très favorables au capital par exemple, alors que les mesures sociales ont une montée en charge plus lente. C'est peut-être ce tout-là qui fait que voilà, les choix ont été par exemple plutôt la flexibilité et après vient la sécurité, mais bon globalement on voit que la tendance est quand même assez proche de ce qui avait été
programmée. Donc du coup, je ne crois pas qu'il y aurait une mobilisation très forte autour de ces questions-là, même si c'est vrai que suite à la réforme du droit du travail, il y a eu quand même quelques déceptions des syndicats et ils seront peut-être moins, on va dire, moins souples sur certaines questions. Guillaume Bredon, sur cette réforme de l'assurance chômage, il y a d'un côté les syndicats qui s'inquiètent de voir le droit des personnes indemnisées se réduire, et puis de l'autre côté le patronat qui s'inquiète aussi du financement de cette réforme. Il y a ces 10 milliards d'euros qui ont été avancés par le MEDEF. Est-ce qu'il est prêt aussi à soutenir par peut-être une hausse des cotisations patronales cette réforme, selon vous, le patronat ? Alors moi je ne suis pas sûr que le patronat soit tout à fait d'accord en effet pour aller vers le système de bonus-malus dont on entend parler. Maintenant il va bien falloir que le patronat mette de l'eau dans son vin également. C'est son tour peut-être à faire des efforts. Est-ce que ça sera bien volontiers? Je ne le crois pas, parce que il faut encore bien voir que les entreprises françaises sont fragilisées, sont fragilisées, sont pas tout à fait en forme, à part les grandes dont on annonce des résultats importants. Mais le tissu de l'ensemble des PME françaises est extrêmement délicat, en une forme délicate. Donc aujourd'hui, augmenter les cotisations d'entreprises qui ont besoin d'une main d'œuvre, par exemple en CDD, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens que pour faire face au surcroît d'activité ou pour remplacer telle ou telle personne, etc. Je pense qu'effectivement, ça va être mal perçu par les entreprises. Maintenant, on verra quels sont les tenants de cette négociation. Les arbitrages seront délicats. Pierre Jacquemin, Oriane Mancini nous le rappelait, il n'y aura pas de tabou, notamment sur cette question de l'indemnisation des chômeurs. C'est le risque, en fait, c'est d'aller vers toujours moins de garanties, moins de protection des travailleurs et des salariés, et notamment des chômeurs et des plus précaires. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on annonce qu'il y a des réformes sociales. C'est le titre, je crois, d'ailleurs, de l'émission. Quelle réforme sociale? Je ne sais pas où sont les réformes sociales de ce quinquennat. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait effectivement une réforme qui venait d'être engagée pour libérer les entreprises des fameuses contraintes qui étaient celles du Code du travail. Aujourd'hui, j'attends les propositions, et je pense que les partenaires sociaux attendent les propositions concrètes. C'est quoi demain les nouveaux droits? Quels sont les nouveaux droits pour les travailleurs demain? Les professions du numérique, qui sont des professions qui sont en train d'émerger, où on a des travailleurs indépendants qui se retrouvent seuls face à un immense géant de l'économie numérique. Quels sont leurs droits à ces chauffeurs Uber? Quels sont leurs droits à ces livreurs du quotidien qui livrent les particuliers? C'est ça les enjeux aujourd'hui, c'est quels sont les nouveaux droits? Et sur la question du chômage, c'est pas tant d'ailleurs la question de savoir de comment on finance la réforme du chômage et est-ce qu'on étend les droits à des travailleurs indépendants. La question, c'est comment on conforte la sécurisation des parcours professionnels, comment on conforte les parcours et comment on accompagne les chômeurs. On parle de formation, mais encore faut-il, vous le disiez tout à l'heure, encore faut-il bien cibler les formations. Aujourd'hui, les chômeurs ne trouvent pas les formations adéquates pour pouvoir se réinsérer dans le monde. C'est un problème de gouvernance, Pierre Jacquemin? C'est un problème de gouvernance? Sans doute qu'il y a un problème de gouvernance, sans doute qu'il faut remettre encore les choses en cause, et sans doute que les partenaires sociaux ont des choses à se poser, des questions à se poser par eux-mêmes. Mais la volonté qu'a Emmanuel Macron d'évincer toujours plus les partenaires sociaux en ne les consultant pas et en essayant de les retirer de la discussion sur la question de l'assurance chômage, sur la gouvernance de l'UNEDIC, c'est un problème majeur de non-envie, ou en tout cas de non-souhait de favoriser la démocratie sociale. Jean-Charles Simon. Ce qui me semble en tout cas assez habile de la part d'Emmanuel Macron, c'est que les sujets les plus délicats en matière sociale, il les a traités, à mon sens, en premier. C'est-à-dire les sujets sur lesquels la CGT, d'ailleurs, a bien compris, a essayé de mobiliser, c'était ce qui passe le moins bien dans l'opinion, c'est-à-dire typiquement la barémisation des indemnités prud'homales, des dommages et intérêts prud'homaux. Ça faisait pas du tout consensus dans l'opinion. Il l'a passé tout de suite dans son premier volet. Et que le deuxième volet, comme le disait Mathieu Plane, il est beaucoup moins urticant pour la population, parce que c'est plutôt des moyens supplémentaires qui vont être mis en place, et sinon des questions de tuyauterie sur lesquelles objectivement c'est très difficile de mobiliser la population et les salariés sur savoir qui va gouverner demain la collecte de la formation, est-ce qu'on maintient des OPCA, des OPACIF, c'est des sujets tellement techniques et tellement peu intéressants pour les gens que c'est difficile de mobiliser là-dessus, et même je pense que sur la gouvernance de l'UNEDIC, ça reste quand même des questions de boutique entre intérêts. Et donc ça a été assez habile. Maintenant, il va plutôt mettre de l'argent. Le problème, c'est pour moi la question sur l'assurance chômage, du fait qu'on est sur quelque chose qui est déficitaire de manière récurrente, avec maintenant quasiment une année entière de cotisation en dette. Donc, qu'est-ce qu'il attend pour ça? Comme il a dit qu'a priori, il n'irait pas agiter le chiffon rouge de la baisse des droits en matière de durée et de montant, il n'a qu'un seul espoir pour faire en sorte que ça se passe mieux. Alors, il a parlé un peu des contrôles, mais ça, on sait.
Objectivement, ça marche jamais vraiment, c'est un peu quelque chose, un coup d'épée dans l'eau à chaque fois. Donc le seul espoir, c'est la conjoncture. Le seul espoir, c'est qu'en fait, le taux de chômage, mais Aurélien Pénicaud l'a encore redit aujourd'hui, baisse spontanément et face économies à l'UNEDIC qui continue de perdre 3 à 4 milliards chaque année malgré le dernier accord, puisse revenir dans le vert sans avoir touché aux droits existants et même en rajoutant ses promesses de campagne, c'est-à-dire les fameuses promesses pour les démissionnaires et les indépendants. Mathieu Penn. Oui, non, alors juste d'ailleurs sur ce point-là, il faut savoir que l'assurance chômage, actuellement, est à peu près à l'équilibre budgétaire avec un taux de chômage à 8,5. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que si là, la on est encore un point au-dessus. Voilà, donc c'est normal, enfin quelque part que ce soit déficitaire, parce que si c'est justement un amortisseur social, c'est normal qu'il soit déficitaire en période de chômage et qu'il y ait des excédents quand le chômage baisse. Non, là où il peut y avoir vraiment, à mon avis, des complications, c'est effectivement s'il y a la volonté d'équilibrer rapidement le budget typiquement de l'assurance chômage, parce qu'on sait que si on étend les droits, ça va coûter assez cher, notamment sur les indépendants ou s'il est démissionnaire. Et donc, c'est si, en contrepartie, il veut faire des économies en réduisant, par exemple, les droits d'indemnisation, en supprimant ou en mettant des plafonds pour certains montants d'indemnisation. Donc, il y a des questions là-dessus qui peuvent jouer. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un effet de vase communicant. Et si certaines personnes ont l'impression d'être perdants dans ce système-là, il y aura peut-être une incompréhension dans un mécanisme plus global qui sera moins lisible. Mais globalement, une fois de plus, les mesures plus sociales ont plutôt monté en charge durant le quinquennat. On va dire les mesures plus dures, j'ai l'impression qu'elles sont arrivées plutôt assez vite, sauf mauvaise surprise, effectivement, sauf s'il y a un problème sur les déficits et qu'on ait des mesures beaucoup plus dures qu'attendues. Merci Mathieu Penn, merci à vous Guillaume Bredon, merci Pierre Jacquemin, merci Jean-Charles Simon. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain 15h.